Aux premières heures de la journée, Marie a été remplie d'une joie et d'une allégresse immense. Ce qu'elle avait d'abord cru être une poussée saisonnière de gastrite s'était avéré être une grossesse, longtemps attendue et désirée. Son roi bien-aimé avait été une constante dans sa vie depuis son enfance passée dans un orphelinat. Marie n'a que de faibles souvenirs de ses parents. Son père, un gros fumeur qui consommait 2 paquets par jour, a succombé à un cancer du poumon à un jeune âge. Sa mère, née avec une malformation cardiaque congénitale, n'a pas pu faire face à la perte de son mari. Marie n'avait que 4 ans lorsqu'elle s'est souvenue que sa mère s'effondrait et qu'elle courait chercher de l'aide auprès des voisins. Sa mère a été sauvée à plusieurs reprises, mais elle a refusé d'être hospitalisée. Il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de Marie, comme elle se souvient que quelqu'un l'a dit lors des funérailles. La mère de Marie l'aimait si profondément qu'elle ne voulait pas de traitement, préférant être avec son mari. Marie a été emmenée dans un orphelinat, où des éducateurs bienveillants lui ont expliqué la nouvelle routine, les autres enfants et les règles. Bien qu'obéissante, Marie est très introvertie. Comme la plupart des enfants de l'orphelinat, elle a obtenu son diplôme et est allée à l'université, où elle a rencontré un jeune homme. Cependant, il s'est avéré être l'un de ces individus qui ne s'intéressent qu'aux relations physiques. C'est une leçon que beaucoup de jeunes femmes apprennent. Certains hommes ne sont pas très sélectifs lorsqu'ils sont jeunes, et les filles peuvent être assez naïves. Après avoir surmonté ce petit chagrin d'amour, Marie a persévéré et continué à aller de l'avant. Incroyablement seule, elle travaille dans un magasin de fleurs et suit des cours de fleuriste. Elle adorait travailler avec les fleurs, se sentant comme une fée malgré l'absence de fleurs dans sa vie personnelle. À l'âge de 24 ans, Marie a réalisé qu'elle voulait plus que des fleurs dans sa vie. Elle désirait un homme, au moins un. Marie a compris qu'elle n'était pas une mauvaise personne, mais que ses traumatismes passés lui avaient rendu extrêmement difficile l'établissement de relations. Elle a reconnu qu'elle s'était isolée dans son propre monde et a commencé à faire des efforts pour changer. Elle a adopté un chat et a commencé à aller au cinéma tous les samedis, se faisant des connaissances avec lesquelles elle pouvait occasionnellement discuter ou demander des conseils par l'intermédiaire des réseaux sociaux. La communication était devenue plus facile à cette époque. Un jour, Marie a rencontré Roy. Il venait d'obtenir son permis de conduire et travaillait comme chauffeur de taxi lorsqu'il a remarqué qu'elle marchait sous la pluie. Il a ralenti à côté d'elle et lui a demandé « Vous voulez que je vous dépose ?» Marie a répondu honnêtement « Non, merci. Je n'ai pas d'argent pour un taxi. » Un soir, Marie a besoin d'être raccompagnée chez elle. Un inconnu, Roy, lui propose de la raccompagner. Malgré le froid et l'hésitation, elle accepte. Dans la voiture, ils ont écouté une musique agréable et apaisante, qui a rapidement apaisé les tensions et permis une conversation détendue. Roy a raccompagné Marie chez elle et le lendemain, il est arrivé à 7 heures du matin pour la conduire au travail. Marie s'inquiète qu'il l'attende, mais Roy lui assure qu'il n'a pas de clients à s'occuper. À partir de ce jour, ils sont devenus inséparables. Marie confie ses peines et ses soucis à Roy, tandis qu'il trouve bonheur et réconfort en sa compagnie. Ces deux âmes solitaires se réjouissent mutuellement et deviennent une source de force l'une pour l'autre. Un soir, Roy se rendit à l'appartement de Marie pour lui faire une surprise. Mais il découvrit que de la fumée s'échappait de l'appartement voisin. L'incendie s'est déclaré lorsque le fer à repasser du voisin a pris feu et s'est rapidement propagé à l'appartement de Marie. Roy a courageusement défoncé la porte, se blessant à l'épaule, et a porté Marie hors de l'immeuble en flammes. Après l'incident, il l'a emmenée dans l'appartement qu'il louait et ils ont commencé à vivre ensemble. Après un an de relation, Roy est parti pour la capitale afin de trouver du travail et d'économiser de l'argent pour leur mariage. Il laisse sa voiture dans le garage et promet de revenir dans 2 mois. Marie attend avec impatience son appel, mais ne parvient pas à le joindre. Elle apprend qu'elle est enceinte et veut partager la nouvelle avec Roy, mais il ne répond pas. Le patron de Marie, qui s'était montré aimable et communicatif, est devenu nerveux en apprenant la nouvelle de sa grossesse. Il lui a demandé de démissionner volontairement, affirmant que son absence aurait un impact négatif sur ses affaires. Marie, blessée et trahie, a signé la lettre de démission et est partie avec son dernier salaire. Sans famille vers laquelle se tourner et sans perspective d'emploi, Marie se demande ce qu'elle va faire.
L'appartement a été détruit et elle a du mal à trouver de l'espoir dans sa situation. Toutefois, l'amour et le soutien indéfectible de Roy l'aideront finalement à relever les défis et à construire un avenir meilleur avec elle. Marie a travaillé sans relâche pour rendre l'immeuble habitable, bien qu'elle n'ait pas reçu de délai précis. Elle tente à nouveau de joindre Roy, cherchant à le rassurer face à ses inquiétudes croissantes. Malgré les assurances financières, ses tentatives de contact avec Roy se heurtent à des bips persistants. Au fil des jours, la tonalité s'est transformée en un sinistre. Le téléphone de l'abonné est éteint ou hors de portée. Ce silence inattendu a profondément troublé Marie. Roy n'avait jamais été injoignable pendant une période aussi longue, ignorant qu'il allait devenir père. Le loyer approchant, la frustration de Marie à l'égard de Roy s'intensifie. Incapable de payer le loyer de leur appartement, elle a déménagé à Contreségur dans une chambre d'auberge bon marché. Après 2 jours d'emballage angoissé, elle lutte contre les larmes, consciente de l'état délicat de sa grossesse, déterminée à ne pas exacerber son stress. Marie s'accroche à l'espoir que Roy a simplement égaré son téléphone, anticipant son retour imminent. Elle envisage une réconciliation, suivie de larmes de soulagement et de joie d'être réunis. Confrontée au propriétaire, Marie doit faire face à des critiques sévères pour ne pas avoir donné un préavis suffisant. Sa tirade lui a donné un sentiment de honte et de culpabilité, alors qu'elle rendait silencieusement les clés et quittait les lieux. Son nouveau logement ne lui offre guère de répit, en proie à un bruit incessant et à des difficultés financières. Les besoins alimentaires de Marie s'intensifient, aggravés par la diminution de ses ressources. Désespérée de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, elle a obtenu un poste de plongeuse dans un restaurant, révélant franchement sa grossesse et ses difficultés financières à son employeur. Malgré son dévouement, Marie a eu du mal à couvrir ses dépenses. Au milieu de ces difficultés, elle a décidé de signaler sa disparition, son épuisement étant évident lorsqu'elle a demandé de l'aide pendant sa pause déjeuner. Le policier lui a assuré qu'il ferait de son mieux, tout en l'avertissant de l'incertitude inhérente à ce genre d'affaires. Roy a peut-être péri, a été hospitalisé, battu et dépourvu de documents, ou bien il a rencontré quelqu'un de nouveau et n'a aucune envie de revenir. Il existe un 4e scénario plausible, l'incapacité de contacter qui que ce soit. Toutefois, dans ce genre de situation, les gens font généralement appel à la police, qui permet d'établir des liens avec des membres de leur famille. A-t-il votre numéro de téléphone? Y a-t-il d'autres membres de sa famille? Malheureusement, ses parents ne sont plus en vie et sa grand-mère réside dans un autre pays. Il n'a personne d'autre ici que moi, mais il connaît mon numéro inchangé. Malgré de nombreuses tentatives pour le joindre, il n'y a pas eu de réponse. Marie a divulgué tous les détails qu'elle connaissait sur l'emploi de Roy dans la capitale et sur son employeur. 4 jours plus tard, elle a reçu un appel, mais après avoir vérifié les morgues et les hôpitaux, elle n'a rien trouvé. Un avis de recherche a été lancé, mais 4 jours se sont écoulés sans qu'aucune piste n'ait été trouvée. En règle générale, si aucun progrès n'est réalisé au cours des 3 premiers jours, la localisation de la personne devient improbable, surtout si l'on tient compte de sa disparition antérieure. Restez mobilisés. Si nous avons des nouvelles, nous vous contacterons, mais nous vous demandons de gérer vos attentes. Il est probablement décédé. La région est en proie à la criminalité. En entendant cela, Marie s'est sentie nauséeuse et étourdie. Toute la journée, elle s'est efforcée d'assimiler ces informations. Elle s'est accrochée à l'espoir que cette nouvelle bouleversante soit fausse. Cependant, en lisant sur Internet les récits d'autres personnes ayant perdu des êtres chers dans des villes animées, elle a reconnu que la police n'exagérait pas. 1 mois plus tard, Marie a traversé un pont en silence. Des couples remplissaient le talus, semblant beaux et satisfaits. Certains marchent avec leurs enfants. Marie les observe, les larmes aux yeux. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais se promener ainsi avec Roy. Il était parti, et leur enfant, s'ils en avaient la force, ne verrait jamais son père. Un profond désir l'envahit, les hormones montaient en flèche et l'odeur du maïs bouilli flottait dans l'air. Le bébé réclame de la nourriture. Mais Marie vient juste de payer la chambre louée, ce qui ne lui laisse que des céréales et des pommes de terre pour survivre jusqu'à la prochaine paix. Une prise de conscience l'a frappée et elle s'est dirigée vers le centre du pont.
La hauteur garantissait un saut mortel. Marie y aspire de toute son âme, épuisée et lasse d'attendre et de souffrir, elle n'avait personne avec qui partager sa grossesse, personne à étreindre et personne à qui demander conseil. La certitude s'est imposée qu'elle ne reverrait probablement jamais roi. Nous nous approchons de vous, nous sommes en route pour vous donner rendez-vous. Murmura-t-elle doucement pour elle-même en se dirigeant vers la rambarde, jetant un rapide coup d'œil autour d'elle. Les environs semblaient déserts, occupés uniquement par des individus plongés dans leurs propres activités. Si elle prenait des mesures décisives maintenant, personne ne la gênerait. Marie contempla les vagues ondulantes, illuminées par les teintes éthérées du soleil couchant. Les larmes lui montent aux yeux. Elle voulait vivre, mais pas de cette manière, pas comme ça. Inspirant profondément, elle se rappela le visage de son bien-aimé et réalisa qu'elle était prête à faire un saut, car sa présence ne semblait pas avoir d'importance ici. Soudain, une main lui saisit le bras, ce qui fit sursauter Marie. En se retournant, elle rencontra le regard sévère d'une femme à la chevelure grisonnante et indisciplinée. « Cessez de vous attarder sur cette question », lui dit fermement la femme, comme si elle assumait le rôle de mentor de Marie. Sans relâcher sa prise sur la main de Marie, elle la pousse vers un étalage de maïs et lui achète 2 épis. « C'est pour quoi faire ?» se demande Marie à voix haute. « Un pour toi, l'autre pour ton enfant, et pendant que nous y sommes, expliquez-moi pourquoi vous avez envisagé de sauter. Vous n'envisagiez pas seulement de mettre fin à votre vie. Vous mettiez en danger la vie d'une âme innocente qui aspirait à expérimenter l'existence, affirma la femme. Marie s'interroge sur l'identité de cette femme. De toute évidence, elle était affiliée à la clinique pour femmes et était au courant de la grossesse de Marie, bien que son baby bump à peine discernable ait échappé à son entourage. Assise sur un banc dans le parc, Marie grignote son maïs, des larmes coulant sur son visage. La prise de conscience qu'elle avait failli succomber au désespoir la secouait. « Comment ai-je pu » s'exclama-t-elle. « Je suis tellement fatiguée, tout semble échapper à tout contrôle. Je n'ai aucun moyen financier, pas même pour ce maïs. Mon fiancé a disparu en ville. Je suis complètement seule, sans rien ni personne, avoue-t-elle. » La femme secoue la tête d'un air de reproche. « Et l'enfant ? Comprenez-vous le désir d'innombrables personnes fortunées incapables de concevoir un enfant ? Vous possédez ce que l'argent ne peut acheter, la jeunesse, la vitalité et le don d'une maternité imminente. Par essence, vous êtes plus riche que la plupart des gens, affirma la femme. Marie fixa ses yeux émeraudes, essayant de se souvenir d'une rencontre antérieure. Vous devez travailler à la clinique pour femmes, suppose Marie. Non, c'est ici que j'exerce mon métier. Je suis une voyante, pas un charlatan. C'est mon domaine. Je suis une véritable voyante, déclare la femme avec gravité. Marie reste sceptique face à la voyance. Et comment avez-vous découvert que j'étais enceinte, demande-t-elle. Vous dégagez l'aura d'une future mère. D'ailleurs, vous devriez déjà sentir que c'est un garçon que vous portez, affirme la femme avec assurance. Mais je croyais que c'était une fille, a protesté Marie. Vous portez un fils, croyez-moi, vous le mettrez au monde naturellement. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien pour vous. Tu es en bonne santé, et même si tu as des petits problèmes de santé, c'est normal. Nous en avons tous. Il n'y a pas de mauvais œil ou de malédiction sur vous, vous êtes pure et bonne, mais si tu as le cœur troublé, dit Marie en serrant les lèvres, ne perds pas ton temps avec moi. Je n'ai pas d'argent à offrir, et je n'ai même rien à vendre. Je n'accepte rien des désespérés, c'est Dieu lui-même qui m'a guidé pour vous aider, et je vous ai vu quand j'étais au bord du gouffre, tout comme vous. Je veux simplement vous aider. Si vous ne croyez pas à la voyance, c'est très bien. Je suis aussi un être humain, voici mon numéro de téléphone si tu as besoin d'aide ou si tu traverses une période difficile. Je travaille à proximité. Marie prend la carte de visite, sur laquelle on peut lire Psychique Terasa. Cela paraissait incroyable. Je m'appelle Marie. Merci de m'avoir sauvée. Je ne recommencerai pas, vraiment.
Je dois être folle, ce ne sont que des hormones, et c'est ce que je voulais vraiment, qu'on Marie sourit avec gratitude. Teresa lui a rendu son sourire et lui a pris la main. Je vois beaucoup de pertes dans votre vie. Tu as perdu tes parents quand tu étais petite. Vous avez grandi dans un orphelinat, entouré de nombreux enfants. Les traumatismes de l'enfance ont laissé des traces dans votre âme, mais ce n'est pas aujourd'hui que vous devez mourir. Demain était le jour où nos chemins devaient se croiser. Le chemin sombre sous tes pieds est maintenant derrière toi, et tu as déjà mis le pied sur le chemin lumineux. Tout ira bien dans ta vie. À partir de maintenant, je vois un mariage et la richesse arriver très bientôt. Marie-Harry, je te le dis, mon fiancé a disparu. Va-t-il réapparaître, demanda-t-elle. Pleine d'espoir, la cartomancienne regarde les lignes sur sa paume. Je vois qu'il a disparu de votre vie. Vous êtes seul, mais le mariage ne se fera pas avec lui. Ce sera avec quelqu'un d'autre. Un homme roux. Marie retira sa main. Sa main, ça suffit vraiment, c'est n'importe quoi, ne vous offusquez pas, mais je suis maintenant comme une veuve. J'ai perdu l'amour de ma vie. Est-ce que j'épouserai un autre homme? Un riche rouquin me regarderait-il, un mendiant qui voudrait d'une orpheline enceinte? Je sais que tu veux bien faire, mais tu brosses un tableau trop rose. Je n'y crois pas, dit Teresa en haussant les épaules. Ce n'est pas grave, chérie. Ne fais rien d'autre de stupide. Ce bébé veut naître et vous apportera le bonheur. Tu as vu ça dans ma paume aussi, demanda Marie. Non, je te le dis en tant que mère, j'ai 3 fils et je suis la maman la plus heureuse après avoir dit au revoir à Teresa. Marie est partie. Leur conversation était bien sûr fascinante, car elle quittait une autre femme. Apparemment, un client régulier a approché Teresa et lui a demandé de lui lire les lignes de la main, la fortune de Teresa. Il semble que Teresa soit connue de nombreuses personnes dans la région et que beaucoup croient en ses capacités psychiques. Pourtant, selon ses propres dires, Teresa n'était qu'une ménagère retraitée ordinaire qui avait participé à un défi psychique et pratiquait désormais la cartomancie sur le pont les jeudis. En rentrant chez elle, Marie a vu un billet de $100 froissé voler sur la route. En regardant autour d'elle, elle s'aperçoit qu'il n'y a personne à proximité et décide de garder l'argent pour elle. C'est le début d'une série de chances. Elle sourit et se rend au magasin, où elle bénéficie d'une bonne remise à la caisse grâce à une promotion. De retour chez elle, Marie prend un sédatif pour se calmer, car l'idée de sauter du pont l'a effrayée. Elle réfléchit à la situation et se rend compte que l'absence de roi est une perte importante, mais qu'elle ne peut rien faire d'autre que de continuer à vivre. Le lendemain, le patron de Marie a augmenté son salaire et l'a informé que la période d'essai était terminée. Marie est ravie de cette belle journée et de la tournure des événements. Au restaurant, le cuisinier a appris que la plongeuse attendait un enfant et a commencé à lui apporter des fruits et des friandises de temps en temps. On se demande alors si Teresa est vraiment clairvoyante. Le soir même, en rentrant chez elle, Marie faillit être renversée par une voiture qui tournait brusquement à l'angle d'une rue. Le choc lui a tordu la jambe si brutalement qu'elle est tombée sur la route. Le conducteur, un jeune homme, descend de sa voiture et propose à Marie de l'aider à se relever. Elle craignait qu'il ne la gronde, mais il lui a simplement demandé comment elle allait et s'est excusé pour l'accident. Il a remarqué ses cheveux roux et ils ont ri ensemble. En s'écartant des voitures qui klaxonnent, la conversation s'engage facilement, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Le jeune homme s'est présenté sous le nom de Jason et a conduit Marie dans une clinique privée, où il l'a personnellement escortée jusqu'à un médecin. Il savait qu'il fallait faire une radiographie pour déterminer l'étendue de sa blessure. J'attends un bébé et je m'engage à éviter toute exposition inutile aux radiations pour le bien-être de l'enfant. Quelle que soit la situation, elle finira par guérir. Jason a été profondément affecté par la nouvelle. Il s'était préparé à tomber amoureux d'elle, avant de découvrir qu'elle était enceinte. Le médecin a pris acte de la situation et s'est montré optimiste quant à l'absence de fracture. Il semblait plus probable qu'il s'agisse d'une entorse. Le médecin a assuré, « Je vais appliquer un bandage et fournir une pommade. Elle n'est pas nocive pour le bébé, car elle contient du mensil et des ingrédients à base de plantes.
il suffit de l'appliquer et la douleur s'estompera. En quittant le bureau avec Jason, Marie croise son regard. Vous êtes marié, n'est-ce pas? J'ai remarqué l'absence de bague, alors j'ai supposé que vous étiez célibataire, remarque-t-il. Marie sourit, non, je ne suis pas mariée. Je suis célibataire. Seule et enceinte, Jason a hoché la tête en signe de compréhension, ça arrive aussi comme ça, a dit Marie. Intriguée, Jason lui demande son numéro de téléphone et l'appelle le soir même pour lui demander des nouvelles de sa jambe. Elle va très bien, elle ne fait presque pas mal, tu n'aurais pas dû t'inquiéter, lui répond Marie. Jason lui fait alors une proposition surprenante, j'ai une idée folle. Es-tu choquée? Marie, allongée sur son canapé, hausse les sourcils, veux-tu m'épouser, demande-t-elle en souriant. Après une pause, Jason répond, en fait, oui. Marie éclate de rire et Jason explique sa situation, pression de sa riche famille pour se marier, accès restreint à l'argent et désir d'avoir des petits-enfants. Bien qu'il n'ait que 24 ans et qu'il ne soit pas prêt à fonder une vraie famille, il se sentait obligé de trouver une partenaire convenable. Marie rit et remarque, tu es le mari idéal, alors. Jason s'esclaffe et admet, tu as tout à fait raison. Les discussions pour me déshériter ont déjà commencé. Ma mère veut des petits-enfants, et j'ai été un enfant tardif dans leur vie. Je ne suis pas prêt à fonder une famille à 24 ans, mais la pression est là. Marie a suggéré de trouver une fille convenable, mais Jason a avoué, je n'ai jamais été amoureux. Ce n'est tout simplement pas pour moi. J'aime les filles différentes et mon style de vie, c'est ce que je suis, et c'est dans mes gènes. Il a parlé de la vie de famille tendue de son père et de la fatigue de sa mère face à l'infidélité de son père. Bien qu'il ne soit pas divorcé, son père travaille dans un autre pays et sa mère reste au pays. Nous ne pouvons pas coexister dans le même foyer. Je ne suis pas non plus fait pour la vie de famille. Quelles sont vos intentions à mon égard? Espèce d'espiègle. Marie n'a pas pris sa proposition au sérieux, elle considère Jason comme un espiègle qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Épouse-moi, dit-il. Tu as dit que tu te débattais seule avec le bébé? Et j'ai vu tes conditions de vie. Elles sont délabrées. Personne ne devrait avoir à endurer cela, je vous offre une vie d'opulence. Vous et votre enfant ne souffrirez pas. Nous établirons un contrat de mariage. Mes parents insisteront sur ce point. Votre enfant portera mon nom sur l'acte de naissance et j'assumerai le rôle de père, cela apaisera enfin ma mère. Le sourire de Marie s'estompe. Pourquoi avez-vous besoin d'une famille inventée, demande-t-elle, ne serait-il pas plus simple d'arranger quelque chose avec vos parents ou même de demander à l'une de vos petites amies de porter un enfant pour vous dans les mêmes conditions? Ce serait votre propre chair et votre propre sang. Vous pourriez vous installer. Non, ce n'est pas mon genre, je ne désire pas d'enfant. Ma mère ne le sait pas, mais j'ai subi une vasectomie. Une fois, une femme a tenté de me faire chanter en prétendant qu'elle était enceinte de moi. Elle a cherché à m'épouser par intérêt financier, et nous n'avons eu qu'une seule rencontre, je suis toujours prudent. Sa tromperie a été découverte. Elle n'était pas enceinte du tout. J'ai subi la procédure pour m'assurer que personne ne pourrait m'exploiter de la sorte, ce qui me permet de continuer à profiter de la vie comme je l'entends. Marie acquiesce, je suis conscient que ma proposition n'est pas conventionnelle, a-t-il poursuivi. Elle est absurde. Oui, vous avez raison, dit Marie. Mais je me suis pris d'affection pour vous. Si ce n'était de votre situation, je pourrais envisager de vous ajouter à ma liste de petites amies. Je t'ai invité à sortir et j'ai tenté d'initier une relation intime. Franchement, c'est ce que je suis. Je ne peux rien y changer. Cependant, vous êtes une femme bien, et ensemble, nous pouvons être bénéfiques l'un à l'autre. Nous nous marierons et tu résideras avec moi pendant que je maintiendrai mon mode de vie habituel. Vous inventerez des excuses pour apaiser ma mère, en prétendant que je suis occupée par mon travail, afin qu'elle ne s'immisce pas. Elle sera satisfaite et gardera même votre enfant. Est-ce si terrible?
Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez orphelin. J'ai pensé que cet arrangement nous conviendrait parfaitement. Pensez Y. Vous serez financièrement à l'aise et votre enfant ne manquera de rien. Que pourriez-vous désirer de plus? Marie réfléchit pendant des jours. Ce qui la rendait le plus perplexe, c'était l'absence de Roy dans le rapport sur les personnes disparues. Que se passerait-il si on le découvrait? Comment justifierait-elle son mariage avec quelqu'un d'autre? Que ferait-elle alors? Malgré ses appréhensions, Marie ne peut se défaire de la peur de la solitude. Le lendemain, alors qu'elle fait la vaisselle au restaurant, elle change d'avis. L'idée d'être seule l'effraie trop, elle envisage une vie plus stable pour elle et son enfant. Au moment de l'accouchement, Marie s'est trouvée confrontée à la perspective décourageante de trouver une garde convenable pour son nouveau-né pendant qu'elle reprenait le travail. Les problèmes financiers se sont multipliés et Marie a vite compris qu'elle pourrait avoir besoin de l'aide de l'un des centres de soutien pour les mères confrontées à des situations difficiles. Puis, de façon inattendue, Jason lui a présenté une solution: soulager ses inquiétudes concernant la nourriture et le logement. Pourquoi refuser? Bien que Roy occupe une place particulière dans son cœur, Jason ne la pousse pas à s'engager dans une relation amoureuse. Au contraire, il lui offrait simplement un toit, et sa mère âgée aurait un petit-fils tandis que l'enfant de Marie aurait une grand-mère. Cela semblait être le choix le plus raisonnable, non seulement une option, mais aussi une bénédiction déguisée. Après avoir réfléchi, Marie a contacté Jason et lui a exprimé sa gratitude. « Rassurez-vous », lui a-t-elle assuré, « nous ne serons que des partenaires légalement mariés. Je ne vous ferai pas d'avance. Soyons des associés, Jason. » Marie s'inquiète du retour éventuel du père de son enfant, qui a disparu après être parti travailler dans la capitale. « Je ne peux pas écarter cette possibilité, » admet-elle. S'il refait surface, je prétendrai que l'enfant n'est pas le vôtre, et si je rencontre quelqu'un d'autre, je devrai moi-même dissoudre notre arrangement et concocter une histoire de couverture pour ma mère. Marie a réfléchi aux défis posés par les attentes de ses parents, en particulier leur tentative d'arranger un mariage avec la fille d'un ami de la famille. Qu'y a-t-il de mal à se marier avec un ami de la famille? S'interroge-t-elle. Ils sont très pieux, certes, mais ils imposent des restrictions en matière d'alcool et de loisirs. Ils stipulent même le droit de mettre fin à la relation à volonté, comme indiqué dans leur contrat, à l'insu des parents de Jason. Plus tard dans la soirée, Marie reçoit un appel des autorités l'informant que Roy n'a pas été retrouvé et qu'il est officiellement porté disparu. Désemparée, Marie est en proie à la culpabilité et au doute. Avait-elle quelque chose à se reprocher? Après une crise de larmes, elle s'arme d'une détermination sans faille. « Tu fais cela pour l'enfant de Roy », affirme-t-elle à sa réflexion. La rencontre avec les parents de Jason s'est déroulée comme prévu, même si Marie a ressenti une certaine appréhension. Madame Pratt était à la hauteur de ses attentes, formidable et autoritaire, gracieuse et bien élevée. Elle avait une coupe de cheveux courte et grise et une peau lisse, ce qui la rendait incroyablement séduisante pour une femme de 70 ans. Elle était en pleine forme pour son âge, on aurait dit qu'elle vivait dans un salon de beauté, car Jason avait hérité de son élégance. Le reste de ses traits de caractère vient de l'entêtement de son père, de sa détermination à vivre sa vie comme il l'entend et non comme les autres le lui dictent. Le père de Jason avait fait le voyage depuis l'étranger, la veille de l'événement. Jason a emmené Marie dans une boutique où elle ne se sentait pas à sa place. « On va t'acheter quelque chose ici. Mes parents devraient voir que je m'occupe de toi depuis longtemps, comme ça, je pourrais justifier certaines de mes dépenses de ces derniers mois, » dit-il. Marie hausse les sourcils, curieuse de connaître la véritable nature de ses dépenses. « Quel secret allons-nous épouser dans 5 minutes ?» demande-t-il en plaisantant et en embrassant le sommet de son crâne. « J'ai dépensé l'argent pour mes fêtes, avoua-t-il. Marie secoue la tête d'un air désapprobateur. À ce moment-là, Stella, l'amie de Jason, est arrivée. C'était une fille magnifiquement glamour, et Marie s'est instantanément sentie hors de son élément. « Voici ma Marie. » Aidez-la comme convenu,
dit Jason en faisant un clin d'œil à Stella. La jolie fille regarde Marie et sourit. L'ami de Jason est mon ami, bien sûr, nous ferons d'elle une Supergirl de Vogue, répondit Stella. Marie s'attendait à ce que Stella soit arrogante, mais elle l'a trouvée très amicale. Elles sont rapidement devenues amies. Jason n'a pas parlé à Stella de leur arrangement, la présentant comme une connaissance qui avait besoin d'aide pour sa garde-robe. Stella a aidé Marie à choisir toute une garde-robe, et ce fut une expérience formidable lorsqu'ils eurent terminé. Jason est venu chercher Marie et ses affaires. Elles étaient prêtes à rencontrer ses parents. La conversation avec Monsieur Pratt a été répétée. J'espère que vous comprenez que vous ne pouvez pas profiter de la situation de notre famille. Nous avons des avocats et le contrat de mariage sera rédigé de manière à nous protéger de toute poursuite éventuelle, a-t-il déclaré. Marie avait anticipé cette conversation, comme Jason l'avait prévenu, mais elle l'a quand même mise mal à l'aise. Elle répondit, « J'ai grandi dans un orphelinat. Je peux survivre à n'importe quelle situation comme un cafard. Je n'ai pas besoin de votre argent, c'est juste que, pour une raison ou une autre. Jason est amoureux de moi, et moi aussi je suis amoureuse de lui. Si je le quitte, je ne te prendrai rien. Pardonnez-moi, je suis comme ça. » Monsieur Pratt a répondu, « Je ne savais pas que vous veniez de l'orphelinat. » En résumé, la relation de Marie et Jason a été mise à l'épreuve, mais ils ont trouvé le moyen de surmonter les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Avec l'aide d'amis comme Stella, ils ont réussi à créer un lien fort et un avenir ensemble. Je signerai tous les documents que vous voudrez, mais ne me traitez pas comme un fraudeur. Si vous continuez à me regarder de cette manière, je rassemblerai mes affaires et je partirai. Je ferai n'importe quoi pour Jason, mais je ne peux pas tolérer l'humiliation, et votre richesse n'a pas d'importance pour moi. Est-ce que vous comprenez ? Marie sent son visage rougir et prend une grande inspiration. Pratt s'excuse à nouveau et raccompagne Marie dans la salle à manger. La mère de Jason interroge alors Marie, « Tu ne te souviens pas de tes propres parents ? Qui étaient-ils » La réponse de Marie est, « Maman, arrête. C'est précisément la raison pour laquelle je vous évite tous, toi et mon futur beau-père, vous ne semblez pas vous soucier de ma situation. » Jason a tendu la main à Marie et lui a souri affectueusement. Marie rassure sa future belle-mère et répond à toutes ses questions, y compris celles qui suivent. Elle lui fait comprendre qu'elle ne tolérera ni humiliation ni suspicion. Cette visite s'est terminée sur cette note. Jason raccompagne Marie chez elle et lui promet de venir la chercher le lendemain. Selon notre légende, nous passerons la nuit ici ensemble et demain, tu emménageras avec moi, dit-il. Marie acquiesce et répond, quoi que tu dises, si tes parents m'interrogent, je leur dirai que tu étais avec moi. Ils pourront faire un clin d'œil. Sur ce, Jason est parti et Marie s'est couchée sur son lit, complètement vidée. Les parents de Jason furent ravis d'apprendre qu'il avait une petite amie qui attendait un enfant dans leur société. Il était considéré comme honteux de se marier uniquement à cause d'un bébé, c'est pourquoi Mrs. Pratt ne souhaitait pas organiser un mariage extravagant en raison de la grossesse de Marie. Le lendemain matin, Jason est allé chercher Marie, a chargé tous ses bagages dans la voiture et ils sont partis. En triant ses affaires, il remarque un album photo. « C'est Roy ?» demande-t-il. « Oui, c'est lui. Les dernières photos sont de lui. » Marie l'avertit, « S'il vous plaît, ne les montrez pas à ma mère, elle aura des questions à poser et vous ne voulez pas être pris en flagrant délit de mensonge. » Nous en avons déjà assez inventé. Jason est d'accord et donne son conseil, « Je suggère de les numériser et de les sauvegarder dans le nuage. De cette façon, ils ne se perdront pas, et les copies papier peuvent facilement être égarées. » Le mariage a été modeste, avec seulement quelques membres de la famille et des amis présents. Marie a appris à connaître tout le monde, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise sous leurs regards critiques. Les chuchotements et les regards insistants font que Marie ne se sent pas à sa place et qu'elle est mal à l'aise. « Ces chacals vont bientôt partir », lui a assuré Jason. Madame Pratt insiste pour que Marie porte une robe, malgré sa couleur rose tendre, que Marie n'aime pas particulièrement, mais elle comprend son rôle et se tait. Désormais,
Marie ne doit plus faire la vaisselle au restaurant et sa grossesse fait l'objet d'un suivi régulier, la meilleure clinique de la ville. Elle a de nombreux examens prévus et se lasse de l'attention qu'on lui porte. La vie dans la nouvelle maison était bien plus confortable que dans la chambre exiguë. Marie disposait d'une chambre spacieuse, qui donnait l'impression d'être un appartement dans la maison, avec une grande chambre, un bureau, un dressing, une salle de bain, des toilettes et une loggia. Après le mariage, la vue depuis les immenses fenêtres était à couper le souffle. Jason a emmené Marie à la mer pendant une semaine au cours de leur séjour, et il l'a amusée. La nuit, on entendait les autres femmes dans la chambre voisine, mais Marie ne s'est pas plainte. C'était la première fois qu'elle allait à la mer, elle voyageait en première classe et logeait dans un hôtel de luxe. Marie s'est rapidement adaptée à son rôle d'épouse idéale, malgré l'entêtement de Madame Pratt. Marie fait de son mieux pour plaire à sa belle-mère, et elles vivent paisiblement, sans se disputer. Cependant, Marie a toujours ressenti sa négligence et sa déception, même si elle n'était pas le genre de belle-fille que Madame Pratt avait imaginé. Lorsqu'il était question du fils de Jason, les yeux de Marie s'illuminaient. Elle attendait avec impatience l'arrivée de son petit-fils. Marie se sentait coupable de la tromperie, mais elle savait que si Jason n'avait pas accepté, Madame Pratt n'aurait jamais connu cette joie. Pratt n'aurait jamais connu la joie de tenir le bébé dans ses bras et de l'appeler son bien-aimé. Le petit-fils Jason s'est peu intéressé à la grossesse de son père. Il n'était pratiquement jamais à la maison. Marie a menti sur son attention, affirmant qu'il l'avait appelé et s'était inquiété de la santé du bébé à l'approche de l'accouchement. Ils se sont vivement disputés au sujet du prénom du bébé. « Je veux participer au choix », insiste Madame Pratt. Jason se rend compte qu'il n'a pas le droit de s'en mêler. « J'ai promis à Marie qu'elle choisirait elle-même le nom, dit-il, je lui donnerai mon nom de famille, ne peut-elle pas au moins choisir le nom ?» Marie sourit doucement, caressant son gros ventre. « Madame Pratt, quel nom aviez-vous en tête ?» demanda-t-elle, curieuse de savoir quel nom prétentieux sa belle-mère proposerait à son petit-fils. « Je voulais suggérer le nom de Roi, je l'ai toujours aimé. Je voulais t'appeler ainsi. Mais ton père a choisi le nom de Jason, bien qu'il t'ait aussi donné un nom de famille et un patronyme. » Madame Pratt a répondu, et Marie a regardé Jason, les larmes aux yeux. Elle ne s'attendait pas à entendre cela. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, ne vous énervez pas, » dit Madame Pratt, réalisant qu'elle a parlé trop durement et qu'elle a offensé Marie. « Non, non, c'est juste les hormones. Je suis désolée. J'aimais beaucoup ce nom. Je n'ai même pas pensé. » Madame Pratt se pencha, les yeux brillants d'impatience. « J'imagine mon petit-fils portant le nom de Roi, » dit-elle avec un doux sourire, en serrant tendrement les mains de Marie. Marie, prise au dépourvu, bégaya Jason, se corrigeant à la hâte. Un subtil hochement de tête s'ensuivit, reconnaissant qu'elle s'était mal exprimée, mais sa belle-mère l'écarta gracieusement, manifestement ravie que sa suggestion ait été approuvée. Dans les jours qui suivirent, Marie observa avec soulagement que Mrs. Pratt s'abstenait de tout comportement dédaigneux à son égard. La gratitude monte en elle, l'acceptation de sa belle-mère est un signe rassurant de l'évolution de leur relation. Pendant ce temps, Jason semblait désintéressé par les délibérations sur les noms, affichant un comportement nonchalant. Marie ne peut s'empêcher de remarquer qu'il a toujours l'air d'un garçon, malgré ses 24 ans. Sous son apparence affable se cachait un soupçon de ruse, mais il traitait toujours Marie avec gentillesse et répondait à ses besoins. Lorsque le moment tant attendu arriva à l'hôpital de premier ordre, Marie endura un travail éreintant de 20 heures, ne trouvant que peu de réconfort dans le maigre soulagement que lui procuraient les analgésiques. Pourtant, à l'instant où elle a bercé le petit Roi dans ses bras, une vague de joie a éclipsé toute sa souffrance. Jason, dans son rôle de mari dévoué et de futur père, attendait patiemment dans le couloir, le cœur sans doute rempli d'impatience. Plus tard dans la soirée, le médecin lui a accordé le privilège de tenir leur fils nouveau-né, ce qui a provoqué un sourire sincère sur les lèvres de Jason. « Il est si petit », remarque-t-il, un nouveau sentiment de fierté paternelle se dégageant de sa voix. « Peut-être qu'avoir des enfants n'est pas aussi intimidant que je le pensais. » Marie, touchée par la sincérité du jeune homme, lui souhaite beaucoup de bonheur. Au fil du temps,
ils avaient tissé des liens profonds, trouvant réconfort et soutien l'un dans l'autre. Marie chérissait son amitié indéfectible et sa présence inébranlable. Au cours des mois qui ont suivi, Madame Pratt a joué le rôle d'une grand-mère attentionnée, offrant souvent un répit à Marie en s'occupant de Little Roy pendant la nuit. Marie, d'abord craintive, lui fait peu à peu confiance pour s'occuper de l'enfant, malgré l'attachement excessif qu'elle lui porte. Cependant, au fil des mois, Marie ne peut se défaire d'un malaise croissant. L'attention particulière que Madame Pratt porte à Little Roy frise l'obsession, ce qui déstabilise Marie. Elle craignait les répercussions si cette vérité venait à être révélée. C'est alors que survient une tragédie inattendue. Au cours d'une journée qui semblait ordinaire, Madame Pratt, bercée par son petit-fils chéri, reçut un appel téléphonique fatidique. Marie, assise à proximité, observe le changement d'attitude de sa belle-mère. « Marie, prends Roy », dit Madame Pratt, d'un ton étrangement détaché, en raccrochant le téléphone. Le cœur de Marie se serra d'effroi lorsqu'elle s'enquit de l'appel. « C'est Jason », dit Madame Pratt d'un ton détaché. « Il a eu un accident. Il est parti. » Le monde de Marie s'est effondré en un instant et des larmes ont coulé sur ses joues. Madame Pratt est restée stoïque, son chagrin dissimulé derrière un masque de sang-froid. Dans la file d'attente, elle a exécuté ce qui était essentiel, mais son sourire s'est définitivement évanoui. La rencontre de Jason avec la tragédie s'est déroulée à un passage clouté. Il avait garé son véhicule et traversé la rue en tenant un bouquet de fleurs pour sa bien-aimée. Un autre individu, pressé de distribuer le courrier, est entré en collision avec Jason, qui est décédé sur place avant l'arrivée des secours médicaux. La mésaventure a été attribuée au fait que Jason portait des écouteurs, ce qui a valu au conducteur une action en justice et une procédure judiciaire, à laquelle Madame Pratt et son conjoint n'ont pas assisté. La belle-mère de Marie a choisi le cercueil. Avec un sang-froid glacial et a orchestré le rituel d'adieu, elle s'est comportée comme si la gravité de la situation lui échappait jusqu'à ce qu'ils atteignent le cimetière, où elle a finalement succombé aux larmes, pleurant abondamment pendant des nuits entières. Marie se tenait à ses côtés, essayant de la réconforter. Le père de Jason est parti rapidement après les funérailles, bien que Marie l'ait supplié de rester auprès de sa femme, invoquant son incapacité à s'attarder après la cérémonie. Madame Pratt s'est isolée dans sa chambre pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une rencontre accidentelle avec Marie dans la cuisine l'incite à sortir. Marie, accompagnée de son fils, rencontre Mrs. Pratt, qui semble avoir considérablement vieilli au cours de la nuit. Marie confirme les circonstances d'un signe de tête et lui confie l'enfant. Reconnaissant la nécessité d'une diversion, Marie a considéré Roy comme l'héritage de Jason, sa continuation, et s'est aventurée dans les appartements de sa belle-mère, mais elle les a trouvés vides, et l'enfant a également disparu. La panique s'est emparée de Marie, qui a cherché frénétiquement, avant de découvrir que Madame Pratt rentrait à la maison avec Roy, après une sortie au magasin. Marie, soulagée mais exaspérée, récupère l'enfant et se retire à l'intérieur. À partir de ce moment-là, Marie pensa à quitter la résidence, envisageant d'inscrire son fils dans le jardin d'enfants qu'elle avait imaginé avant de rencontrer Jason, qui accueillait les enfants à partir de 18 mois, avec une crèche pour les nourrissons. Marie avait prévu ce moment, mettant des fonds de côté avec diligence, réalisant qu'il était inévitable de quitter les lieux. Maintenant qu'elle disposait de suffisamment d'économies, elle pouvait s'assurer un appartement conventionnel, atténuer l'urgence de trouver un emploi et apaiser les inquiétudes financières pendant au moins 6 mois. Cependant, Marie est confrontée à l'idée d'abandonner sa belle mère. Nathan avait été exceptionnellement gentil avec elle, et elle ne pouvait supporter l'idée de sa déception s'il découvrait que Marie avait simplement emporté l'enfant qu'elle considérait comme son propre petit-enfant. Ils partagèrent leur espace de vie pendant encore un mois. « Savez-vous pourquoi Jason s'est écrasé ?» demanda soudain Mrs. Pratt, ce qui fit se crisper Marie. Mrs. Pratt n'avait pas abordé le sujet de son fils depuis sa mort tragique. Il a été renversé par un véhicule alors qu'il traversait la route, perdu dans sa musique diffusée par ses écouteurs. Il se dirigeait vers la demeure de son amant, absorbé dans une conversation à travers ces mêmes écouteurs. « En aviez-vous la moindre idée ?» a demandé Madame Pratt sans embâge.
Marie secoue nerveusement la tête, craignant que ses yeux ne trahissent son trouble intérieur. Tu crois que je n'ai pas tout compris depuis le début? Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu cherchais une excuse pour fuir cette maison? J'ai entendu que tu contactais ton ancien employeur, dit Mrs. Pratt sans détour. Marie est déconcertée, et rencontre silencieusement le regard de sa belle-mère. Vous avez tout interprété de travers. Laissez-moi clarifier les choses, commence Marie, mais le sourire ironique de sa belle-mère l'interrompt. Qu'est-ce que j'ai mal compris? Crois-tu que j'ignorais que Jason et toi étiez de connivence depuis le début? Je sais très bien que Roy n'est pas mon petit-fils biologique. Je ne sais pas où mon fils vous a trouvé ni pourquoi vous avez initié cette mascarade, affirme Mrs. Pratt, en regardant Marie dans les yeux. Marie sent qu'elle n'a plus rien à perdre. Nous nous sommes rencontrés par hasard et avons conclu un marché. Mon fiancé avait disparu, me laissant seule et sans ressources. J'ai accepté par désespoir, mais je vous assure que je n'avais pas l'intention d'être malveillante, avoue Marie avec un soupir de soulagement. Madame Pratt la regarde avec dédain. Il en a toujours été de même avec Jason, il ramenait à la maison des animaux errants, qu'il s'agisse d'animaux ou d'êtres humains, il avait un bon cœur. J'ai fait un test ADN. J'ai envisagé de vous dénoncer il y a longtemps, mais j'ai réalisé que Jason n'était pas naïf, il savait que l'enfant n'était pas le sien. Pourtant, il est parti maintenant, et tout ce qu'il me reste, c'est Roy. Je me fiche de savoir s'il partage mon sang, je me suis attachée à ce garçon et je ne vous permettrai pas de me l'enlever, a déclaré Madame Pratt. Marie est déconcertée. Très bien, nous resterons aussi longtemps que tu le souhaites. Je resterai à vos côtés, je comprends vos inquiétudes et je ne vous abandonnerai pas, lui assure Marie. Vous vous méprenez. Vous êtes libre de partir. Mais l'enfant reste avec moi, mes connaissances croient que j'ai un petit-fils, et je ne vous laisserai pas ternir notre réputation ou salir le nom de mon fils. Vous ne convaincrez jamais personne que le bébé n'est pas celui de Jason. Vous comprenez, si vous vous opposez à moi, je dirai que vous êtes une droguée, je vous accuserai de tromperie et je vous arracherai la garde de l'enfant par des moyens légaux, conclut fermement Madame Pratt. Le cœur de Marie s'affaisse à mesure qu'elle prend conscience de la situation. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous avez perdu la tête? Rétorque-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Tu suggères que je reste? Mais seulement en tant que nounou pour Roy, hurla-t-elle, les yeux brûlants de frustration et de peur. C'est aussi mon fils, rappela-t-elle en serrant Roy contre sa poitrine. Et si tu penses pouvoir me menacer avec lui, tu te trompes. Je ne vous laisserai pas me l'enlever. Sa belle-mère se leva de son siège, un air d'autorité l'entourant alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Marie s'accrocha désespérément à Roy, sentant une vague de panique l'envahir. L'idée d'être séparée de son fils était insupportable, il était tout son univers, sa raison de vivre. Chaque regard qu'il lui adressait lui rappelait l'amour qu'elle partageait avec son père. Soudain, un souvenir surgit dans l'esprit de Marie, la rencontre avec la diseuse de bonne aventure sur le pont, la femme qui lui avait donné une carte après que Marie l'ait aidée. Frénétiquement, Marie fouille dans ses affaires jusqu'à ce qu'elle trouve la carte. Les mains tremblantes, elle compose le numéro. Allô, Teresa? C'est Marie, dit-elle rapidement en racontant sa situation. À son grand soulagement, Teresa lui promet de l'aider. Le lendemain matin, Teresa arrive chez eux déguisée en femme de ménage. Madame Pratt étant occupée et endormie, Marie saisit l'occasion de se confier à Teresa et de planifier leur évasion. Une fois les tâches ménagères terminées et Mrs. Pratt endormie, Teresa fait signe à Marie d'entrer dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu attends ? » « Allons-y, chuchote-t-elle, une lueur malicieuse dans les yeux. Madame Pratt n'est pas près de se réveiller. Avec les conseils de Teresa, Marie ne prépara que l'essentiel et s'éclipsa discrètement de la maison, laissant derrière elle le confort matériel que lui procurait la richesse de Jason. Elles sont emmenées dans une camionnette blanche banale jusqu'à l'appartement de Teresa. Épuisée mais reconnaissante, Marie trouve du réconfort dans le petit espace accueillant que Teresa lui a offert. Alors qu'elle s'installe, Teresa avoue avoir menti à propos de la trace blanche,
craignant pour la sécurité de Marie. Marie, touchée par l'attention et l'intuition de Teresa, exprime sa gratitude, reconnaissant pour la deuxième fois l'aide inestimable de la voyante. Marie s'exclame, sentant la chaleur s'intensifier dans la pièce. Réagissant à la chaleur, elle enlève gracieusement son pull, révélant une cicatrice usée sur son épaule nue. Bien que petite, la cicatrice attira l'attention de Teresa, la figeant sur place alors qu'elle s'interrogeait sur son origine. « D'où vient-elle » demande Teresa, visiblement surprise. « Je l'ai depuis ma naissance » répond Marie en agitant la main, mais le regard de Teresa se fait plus intense. Faisant asseoir Marie à la table, Teresa lui fait part d'une révélation. Outre ses 3 fils qui ont exploré le monde, elle a une fille qui lui a été volée il y a des années et qui a subi un traumatisme dès sa naissance. La blessure à l'épaule, marquée par une cicatrice, est un souvenir obsédant. Marie, déconcertée, n'arrive pas à comprendre la coïncidence. Teresa plaide en faveur d'un test ADN, exhortant Marie à découvrir la vérité. « Je me souviens de mes parents, ce n'est pas possible », résiste Marie dans un premier temps. Cependant, elle finit par emménager avec Teresa, trouve un emploi et inscrit Roy dans une crèche. Craignant que Mrs. Pratt les retrouve grâce à l'enfant, Marie hésite à officialiser leur statut légal. Jonglant avec les emplois à temps partiel, elle a économisé de l'argent pour s'installer dans une autre ville, tandis que Teresa a joué le rôle de pilier de leur soutien, en leur fournissant un abri, de la nourriture et des soins maternels. Un mois plus tard, le test ADN a confirmé la relation mère-fille entre Marie et Teresa. Marie, perplexe face aux souvenirs qu'elle a de ses propres parents, se lance dans une quête de vérité en consultant un vieil ami de son défunt père. Elle découvre que ses parents ont eu du mal à concevoir. L'arrivée de Marie à leur porte les a incités à contourner les autorités, en payant pour l'enregistrer comme leur propre enfant. La complexité de la documentation de l'époque a conduit Marie à sa mère biologique, la réunissant avec Teresa, qui avait longtemps rêvé de sa fille perdue. Vivant en famille, Marie a été confrontée à la crainte persistante que Madame Pratt ne mette ses menaces à exécution. Prenant les choses en main, Marie a un jour confronté Madame Pratt. En entrant chez elle, elle découvre dans la cuisine une femme âgée et solitaire, qui boit un verre de whisky, un spectacle que Marie ne connaissait pas. Madame Pratt s'interroge sur la visite de Marie, qui lui répond « Je suis venue vous dire que j'en ai assez de me cacher. Je veux faire une trêve. Arrêtez d'essayer de m'enlever Roy. Je ne vous cherchais pas madame. » Madame Pratt, en phase terminale et paralysée par la mort de son fils, a révélé sa peur profonde de la solitude, expliquant ses menaces comme un acte de désespoir. Cette vérité révélée, le voyage de Marie prend une tournure inattendue. Teresa l'invitait à rencontrer Madame Pratt. En observant la main de Madame Pratt, Teresa a compris que la ligne de vie laissait présager une conclusion imminente. Vous avez une longue vie devant vous, n'ayez crainte, la maladie va disparaître, et Marie et son fils seront toujours à vos côtés. Tout se passera bien, rassure Teresa en regardant Madame Pratt dans les yeux. De retour à la maison, Teresa se confie à sa fille et lui révèle que l'ancienne belle-mère de Marie n'a plus qu'1 an à vivre. Marie, reconnaissant sa dette envers Jason, a décidé de s'installer temporairement dans la résidence de Madame Pratt. C'était un accord mutuel entre Marie et Teresa. L'emballage terminé, la sonnette retentit, révélant Roy sur le seuil. Marie, stupéfaite et bouleversée, embrassa son bien-aimé, après une conversation sincère. Marie dévoila son mariage désespéré par la faim et expliqua la situation avec Jason et sa belle-mère malade. Marie, qui vit désormais avec Mrs. Pratt, tente de faire comprendre l'urgence et la complexité d'un changement immédiat de documents. Roy, contrarié par le fait que son fils ne porte pas son nom de famille, a été réconforté par l'assurance de Marie qu'il réglerait la question après le décès de Madame Pratt. Roy a raconté son propre parcours étonnant, il a été victime d'un vol et a été plongé dans le coma pendant 6 mois. Après s'être rétabli et avoir suivi un traitement, il a finalement retrouvé Marie. Ils se sont retrouvés au cœur d'un vif désaccord à propos de la décision de Marie de déménager temporairement. Marie, déchirée entre les soins apportés à la mourante et son amour pour Roy,
se dispute avec lui dans la cuisine. Seule Teresa, avec sa présence apaisante, peut jouer le rôle de médiateur. Calmez-vous, vous ne savez pas ce que Marie a enduré. Elle s'occupera de la femme malade et vous continuerez à vous voir tous les jours. Marie sortira le bébé, ce qui vous permettra de rester en contact, assure Teresa. Ces paroles pleines d'assurance ont un pouvoir de persuasion qui met fin à la dispute. Marie, accompagnée du bébé, a emménagé dans la résidence de Madame Pratt, où elle est restée 4 mois de plus, apportant de l'éclat aux derniers jours de Madame Pratt. Mais Madame Pratt était incroyablement reconnaissant à Marie pour son aide, ce qui lui a permis d'hériter de leur vaste patrimoine. Après le décès de Mrs. Pratt, Marie avait fui l'énorme maison en raison de sa tristesse écrasante et des coûts élevés liés à son entretien. Elle décide de vendre la propriété héritée et d'acheter une maison plus modeste, peu de temps après avoir emménagé dans leur nouvelle demeure. Une diseuse de bonne aventure nommée Teresa Roy et son jeune fils, l'un des fils de Teresa, sont devenus les nouveaux occupants de la maison que Marie avait fui. Marie et ses frères et sœurs rendent fréquemment visite à la voyante et à son enfant, ce qui crée un lien étroit entre eux. Au fil du temps, Roy et Marie trouvèrent le bonheur dans la compagnie de l'autre et commencèrent à planifier la naissance d'un deuxième enfant. Teresa, la cartomancienne, leur prédit avec confiance qu'ils auront d'autres bébés à l'avenir.